Depuis le milieu des années 2000, l'instabilité des prix a très fortement augmenté sur les marchés internationaux. Et une première question, c'est de savoir si c'est juste un phénomène passager ou bien si c'est un phénomène durable. Et une deuxième question, c'est de savoir si cette instabilité des prix internationaux, cette instabilité accrue des prix internationaux, est transmise au sein des pays en développement ou bien si elle est peu transmise dans les pays en développement. Donc ça, c'est deux questions qui sont à la fois très importantes et très controversées et sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et puis, sur le deuxième point, on discutera un peu des solutions pour gérer cette instabilité des prix en considérant deux points. D'abord, un peu quelles sont les solutions mises en place depuis la crise de 2008, les nouvelles solutions mises en place par les pays, par les régions, c'est-à-dire par les groupes de pays, et aussi les nouvelles solutions mises en place à l'échelle internationale. Et on demandera à nos experts à la fois de nous dire les nouvelles solutions mises en place, mais aussi ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent que ces solutions vont dans le bon sens? Est-ce qu'ils pensent qu'elles sont suffisantes? Et qu'ils nous disent un peu ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire. Voilà, donc je vais passer la parole à Claude qui va présenter nos 5 experts. Bonsoir, donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir parmi nous, donc dans l'ordre, Stéphanie Brunelin, qui vient d'achever une thèse sur les sujets de sécurité alimentaire et de transmission des prix, de volatilité des prix, donc qui nous dira un peu ce qu'elle pense sur ces deux points. Nous avons aussi Jean Cordier, qui est donc un expert sur les marchés à terme, mais aussi sur les sujets de gestion des risques et contrats d'assurance, risque prix, mais aussi risque climatique, qui travaille donc à AgroCampus Ouest. Frédéric Courleux, qui donc lui est au centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture et qui a eu à travailler beaucoup sur ces sujets, notamment dans le cadre du G20 et de l'appui fourni par le ministère de l'Agriculture à la présidence française du G20. Et ça a été un sujet très important. Pierre Baris, lui, est consultant, a travaillé beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest, sur les sujets de sécurité alimentaire également, mais il a aussi contribué à un travail sur les financements innovants pour la sécurité alimentaire et avait fait également des propositions pour essayer de gérer au mieux cette instabilité des prix. Donc nous écouterons également sa position. Enfin, Roger Blin, que vous avez pu voir ce matin pour certains d'entre vous, donc a également travaillé beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest, les sujets de sécurité alimentaire, mais aussi sur des sujets de type banque de céréales. Et tout dernièrement, il a contribué à une étude financée par l'AFD sur les stocks, notamment sur le cas de l'Égypte. Il pourra également nous dire certains éléments. Alors peut-être pour démarrer, je vais donner d'abord la parole à Stéphanie qui va essayer de répondre à ces questions. Merci. Merci beaucoup. Sur les... ça va, on m'entend ? Sur les premiers points, qui est de savoir un petit peu quelle est la situation des prix et de la volatilité sur les marchés mondiaux depuis 2008. La première chose qu'on peut dire et qu'on voit sur le graphique, ça marche pas ? Qu'on voit sur le graphique, c'est qu'il y a eu deux hausses. Donc la hausse de 2008 que tout le monde a en tête, qui a été suivie par une baisse assez brutale des prix. Et à partir de mi-2010, les prix sont repartis à la hausse et se sont stabilisés à des niveaux très élevés. Alors pour avoir un petit peu une idée de ces hausses, on peut dire que si on regarde un peu la moyenne des prix mondiaux du blé et du riz sur la période 2010-2013, par rapport à la période avant la crise, donc à la période 2000-2006, les prix sont 2 fois plus élevés en moyenne. Et pour le maïs, ils sont même 2,5 fois plus élevés. Donc on est sur des prix quand même extrêmement élevés. Et sur la question de la volatilité c'est également accru. Elle s'est accrue par rapport à la période 2000-2003, par rapport aussi, si on compare depuis les années 80. Mais par contre, si on compare aux années 70, la volatilité est plus faible. Même si elle a augmenté depuis les années 80 de par ces événements, elle est plus faible que dans les années 70. Et si on regarde en prix constant, les hausses et les prix, le niveau des prix qui est élevé aujourd'hui reste quand même en prix constant inférieur au pic qu'on a connu en 1974, qui est le premier pic qu'il y a sur le graphique. Alors, à la question de savoir
si le niveau des prix va rester élevé. Bon, c'est évidemment des questions difficiles, mais les prévisions en tout cas de la FAO nous disent que les prix vont rester sans doute élevés pendant une décennie. Alors c'est lié à quoi? Ça va être lié à la demande en biens alimentaires qui reste forte. Donc cette demande, elle est tirée par la hausse mondiale des revenus et par la demande forte des pays émergents, les pays asiatiques notamment. C'est une demande qui s'est modifiée. On connaît tous le fait que les habitudes alimentaires des populations, sous l'effet de la hausse des revenus, également sous l'effet de l'urbanisation, sont modifiées, avec une hausse croissante notamment de la viande, du lait, de la demande de ces produits-là. Et donc, cette demande qui est importante, que ce soit pour la consommation humaine et la consommation animale. Un autre facteur qui nous fait dire que les prix vont sans doute rester élevés, c'est la question des biocarburants. Ça a été un des facteurs de la hausse des prix en 2008 et ce facteur existe toujours et contribue à la demande en céréales. Faut savoir notamment que 40% de la production de maïs américaine est absorbée par le secteur des biocarburants. Donc on est quand même sur des quantités assez importantes. On sait également, notamment grâce au secteur des biocarburants, que le prix des céréales est lié à l'évolution du prix du pétrole dans le long terme. Et il y a assez peu de chances que le prix du pétrole diminue. Et donc sans doute l'instabilité du prix du pétrole est un facteur de l'instabilité des prix des céréales. Alors sur la question de l'offre, quelque chose qu'on observe, c'est notamment une stagnation des rendements du riz dans certains grands pays asiatiques, comme la Chine, l'Inde ou l'Indonésie, où la différence entre les rendements potentiels qu'on pourrait avoir dans des conditions optimales et les rendements actuels s'amenuisent. Et c'est la même chose pour le blé au Mexique. Enfin, sur une des questions qui nous avait été un petit peu posée, on peut peut-être, je n'ai pas de réponse à cette question, mais penser que le changement climatique, en entraînant une hausse des événements extrêmes, peut-être des sécheresses ou des inondations, peut-être va contribuer à la volatilité des prix des biens alimentaires. Je finis juste sur la question qui nous intéresse, je pense tous, la question de qu'est-ce qui se passe en Afrique et sur les prix domestiques africains. Alors il faut savoir que dans l'ensemble, la transmission est assez faible. Alors évidemment, cette transmission va varier selon les pays et selon les produits. Si on regarde un pays comme le Sénégal, qui consomme énormément de riz et qui importe près de 80% de sa consommation de riz, il va être sans doute beaucoup plus affecté par une hausse sur les marchés mondiaux. En revanche, si on se tourne vers les pays sahéliens, qui consomment beaucoup de mil et de sorgho, il n'y a pas de fluctuation de prix mondial du mil, donc ils vont pas être affectés, ils ont moins de chances d'être affectés par l'instabilité des prix mondiaux des biens alimentaires. Alors sur la question de la volatilité des prix en Afrique, alors selon les études, ça peut varier. Là, je me réfère à une étude de Nicolas Minot qui a été publiée récemment et qui nous dit que la volatilité des prix des biens alimentaires en Afrique n'a pas augmenté. Il compare la période 2007-2010 à la période 2003-2006 et il ne voit pas d'augmentation de la volatilité. Il constate également que la volatilité est beaucoup plus forte sur des produits qui sont produits localement, comme le mil ou le sorgho, que pour les produits qui sont importés, comme le riz ou le blé. Donc ça nous donne un petit peu l'intuition que la volatilité des prix alimentaires en Afrique, elle existe avant 2008, avant qu'on s'y intéresse, et qu'elle est sans doute liée en grande majorité aux conditions locales, même si elle peut être importée, mais que ce n'est peut-être pas, la majeure partie. Il constate également que les prix sont plus stables dans les capitales et dans les grandes villes qu'en zone rurale. Donc cette volatilité, cette transmission imparfaite des prix mondiaux, elle va être liée aux coûts de transaction notamment qui sont élevés dans les pays africains
et également aussi aux politiques publiques. On sait qu'en 2008, les gouvernements ont mis en place des politiques pour protéger les consommateurs de la flambée des prix. Alors cette volatilité locale, cette volatilité des prix en Afrique qui est extrêmement forte, elle est liée à différentes choses, bien sûr aux variations de l'offre, mais également à des systèmes de commercialisation qui sont très coûteux et très risqués. Également au fait qu'on a un marché qui est assez étroit. C'est qu'on sait que les paysans africains vont souvent produire et autoconsommer et ne commercialiser qu'une partie assez faible de leur production. Et on peut se dire que s'il y a une mauvaise récolte, le surplus commercialisé sera sans doute encore plus faible, ce qui peut aggraver les choses. Parmi les facteurs de la volatilité locale, il y a également les politiques qui sont souvent inconstantes et également le fait que les activités d'importation ou de stockage sont souvent aux mains de quelques acteurs et qui vont pouvoir exercer un pouvoir de marché parfois assez important. Juste pour illustrer ce que vient de dire Stéphanie sur le fait que l'instabilité des prix en Afrique est souvent plutôt liée à des causes internes qu'aux prix internationaux. Si j'y arrive. Ah ben voilà, ça marche pas. Ah, c'est comme ça. Ici, vous voyez l'instabilité des prix à Bamako, au Mali. Et vous voyez que l'effet de la crise de 2008, on voit l'effet sur le riz en 2008, une augmentation du prix du riz ici. Et on voit que ça s'est un peu transmis aussi sur les céréales locales, le mil, le sorgho, le maïs. Mais vous voyez que les moments de plus forte hausse des prix, qui sont les moments encerclés en bleu, ont été liés à des causes internes, à des mauvaises récoltes dans les pays. Donc effectivement, ça confirme ce que disait Stéphanie, que pour notamment certains pays africains comme les pays sahéliens, les principales sources d'instabilité des prix sont plutôt internes qu'internationales. Mais néanmoins, les révoltes dans les villes en 2008, c'était aussi dû au problème de riz. Et comme l'Afrique est structurellement importatrice en riz, ça a été quand même un facteur très important au niveau social. Justement, à ce sujet, peut-être Roger, qui a travaillé sur ces aspects-là, peut nous en dire plus. Merci beaucoup. Bon, peut-être dire deux choses pour être bref. La première, c'est qu'effectivement, la volatilité en Afrique de l'Ouest, au moins, ne date pas de 2008. C'est un problème très ancien. Il y a deux volatilités. Enfin, on a tendance à dire qu'il y a deux types de volatilité ou d'instabilité. L'instabilité intra-annuelle, c'est-à-dire à l'intérieur d'une année, entre la période de récolte et la récolte suivante. Donc avec un trend de prix qui est assez habituel, une chute des prix à la récolte et ensuite une hausse progressive, d'autant plus importante que l'année a été mauvaise et qui va nous conduire jusque 1 ou 2 mois avant la récolte suivante, où là on va avoir un infléchissement, donc une chute des prix plus ou moins importante selon que les récoltes s'annoncent bonnes ou pas bonnes. Bon, ça c'est donc ce qu'on appelle l'instabilité intra-annuelle, c'est lié à des problèmes de surcommercialisation à la récolte, de faiblesse des capacités de stockage au niveau des producteurs, au niveau des organisations de producteurs, etc., qui en fait réduit la régulation de la mise en marché et aux énormes besoins de trésorerie qu'ont les producteurs dès les récoltes et qui les conduisent en fait à vendre, à avoir besoin de vendre, parfois survendre et à racheter en fin de campagne sur le marché pour pouvoir boucler la sécurité alimentaire du ménage avant les prochaines récoltes. La deuxième instabilité, c'est celle qui, entre une année et l'année suivante, entre les années, et donc qui est principalement liée au risque climatique, donc qui est très étroitement corrélée au niveau de production, en fait. Donc ça, c'est les deux types d'instabilité. Elles existaient avant 2008, elles continuent d'exister. Elles ont tendance plutôt à se réduire parce que sous l'effet d'un tas de facteurs qu'on ne quantifie pas vraiment bien encore, mais notamment le fait que, au moins dans les zones qui sont les plus excédentaires, c'est-à-dire les zones de production de céréales qui vont le plus sur le marché, bon, les producteurs ont quand même développé un ensemble de stratégies qui font que les mises en marché sont moins précoces maintenant
que c'est aussi les zones où ils ont une plus grande diversification des productions, donc tout leur revenu ne dépend pas des céréales, donc ils ont la capacité de conserver par devers eux ou par devers leurs organisations collectives une partie de leur production et à décaler légèrement la commercialisation. Bon, il y a un ensemble de facteurs. Il y a aussi une certaine intensification qui fait qu'on a un peu moins de fluctuations de l'offre qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années. Donc, je dirais que deux éléments, toujours beaucoup de volatilité, plutôt un petit peu moins qu'avant. Et deuxièmement, une hausse très nette des prix. C'est-à-dire qu'entre la période pré-2008 en monnaie constante, entre la période pré-2008 et puis la période 2010-2014, on a des prix qui sont 20 à 60% plus élevés sur tous les types de céréales, locales comme importées, dans la région. Moins élevés sur les pays, sur les villes côtières, beaucoup plus élevés sur les pays enclavés et les villes déficitaires qui sont éloignées des côtes. Donc, très globalement, quand même, le 2008 a marqué un passage à un niveau de prix. Et malgré les baisses des prix mondiaux, on n'est pas revenu au niveau antérieur en Afrique de l'Ouest. On est resté à un niveau accroché assez haut. Oui, juste un commentaire sur ce que vient de dire Roger. Donc Roger a dit beaucoup de choses. Mais un élément très important, c'est effectivement que même si l'instabilité des prix ne s'est pas beaucoup accrue au sein des pays africains depuis 2008. Par contre, le niveau des prix est plus élevé. Et ça, on le voit très nettement sur ce graphique-là. Vous voyez que depuis 2008, le niveau des prix est plus élevé, que ce soit pour le riz, qui est une céréale qui est en partie importée, mais aussi pour les céréales, le mil, sorgho et le maïs, qui sont des céréales locales. Oui. Et également aussi, comme facteur à noter, c'est une évolution quand même ces 10 dernières années d'une légère croissance du commerce régional, notamment en Afrique de l'Ouest, qui permet justement à des pays comme le Niger d'importer des céréales pour lesquelles elle est structurellement déficitaire, le pays est structurellement déficitaire, et en même temps d'exporter d'autres produits agricoles qui lui permettent d'équilibrer sa balance commerciale. Peut-être là-dessus, Pierre, qui a aussi une très forte expérience sur l'Afrique de l'Ouest, pour achever ce sujet ou approfondir. Bon, je pense qu'on ne peut pas parler de l'Afrique en général par rapport à la dépendance au marché international. Il y a un indice qui est donné par la FAO qui s'appelle la dépendance alimentaire. Donc c'est le solde des échanges de produits alimentaires divisé par le PIB. Et on se trouve qu'il y a des pays, par exemple la Mauritanie, qui est côtière, elle a une dépendance qui est de l'ordre de 15% de son PIB. C'est-à-dire 15% du PIB sert à acheter des produits à l'extérieur. Vous savez, par exemple, sur le riz, l'Afrique actuellement, c'est 35 à 40% de l'ensemble du marché mondial. 40% du riz qui est vendu mondialement est absorbé par l'Afrique et ça ne fait qu'augmenter. Donc il y a une dépendance qui est très très forte. Alors peut-être, on nous dit depuis 2008, les prix sont élevés mais les fluctuations ne sont pas très fortes. Mais c'est surtout cet aspect de risque fort des pays qui sont très dépendants. Donc il faut faire une forte différence entre ce graphique qui nous montre un pays sahélien, donc qui est loin de la mer, qui, je pense, qui n'importe que 100 à peut-être 200 000 tonnes, qu'on ne peut pas comparer à un pays comme le Sénégal qui dépasse 1 million de tonnes, ou bien le Nigeria qui a 2 millions de tonnes. Donc c'est deux Afriques différentes par rapport à ce problème-là. Et si on avait pris, par exemple, au Sénégal ou au Bénin même, ces mêmes graphiques, on aurait vu que les énormes augmentations de prix en 2008 ont aussi entraîné des augmentations de prix localement, alors qu'il n'y avait pas eu de problème sur la production. Alors on a fait un point sur l'Afrique de l'Ouest. Peut-être au niveau des opérateurs privés, que Jean a peut-être plus coutume de rencontrer sur ces sujets marché à terme et également assurance. Comment ressent-il un peu ces évolutions qui semblent assez majeures ? Oh, je ne dirais pas des choses extraordinairement nouvelles par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'il a été bien distingué deux paramètres qui ne sont pas toujours bien distingués. Je veux dire, c'est le niveau de prix et la volatilité. Ce sont des choses différentes.
Et souvent, on confond, on dit les prix sont élevés, c'est une volatilité. Non, un niveau de prix, c'est des relations d'offres et de demande. La volatilité, c'est comment se comporte le prix dans le temps. Et il a été évoqué quelque chose d'important, c'est qu'on peut parler d'une volatilité à court terme, donc des prix qui tous les jours montent et descendent en fonction de chocs d'informations sur le marché qui viennent de partout. Et puis des chocs pluriannuels. Alors, tout à l'heure, il a été évoqué le comportement des prix durant l'année. Là, je dirais une petite nuance, c'est qu'il est tout à fait normal que les prix soient bas à la récolte et élevés en fin, puisqu'il faut bien financer le stockage. Donc, si les prix ne donnent pas des signaux de stockage, c'est la cata. On n'aura plus de produits. Donc, le risque, c'est lorsque un événement non prévu affecte le niveau de prix à court terme. Donc l'élévation continue du prix durant la campagne, depuis la récolte jusqu'à la récolte suivante, durant la période de stockage, est naturelle et elle va se comporter de façon différente suivant le niveau de récolte local. Donc ça, c'est pas de risque, c'est de la gestion et les agriculteurs savent le faire normalement avec leurs banquiers, avec toutes sortes de garanties lorsque le marché fonctionne bien. Donc le niveau de prix, c'est quelque chose qu'on comprend bien. La volatilité, c'est un soupçon plus subtil parce que c'est là que, quelque part, on peut se poser des questions sur l'impact de la volatilité. La volatilité, c'est le fait que le prix monte et descende alors qu'on ne s'y attendait pas. C'est ça le risque. Et là, il a été évoqué quelque chose d'important et la complexité vient certainement de la difficulté à bien comprendre tout ce qu'on dit. Il y a sur tous les produits matières premières, qu'elles soient agricoles, énergétiques, le pétrole, les métaux, les matières premières fondamentales pour nos économies, il y a ce qu'on appelle des marchés de référence, c'est-à-dire des endroits où on a beaucoup de liquidités. Les gens qui vendent et qui achètent se retrouvent là pour former un prix, non pas pour la livraison demain, ça, l'industrie ne peut pas se satisfaire de prix au jour le jour, l'industrie agroalimentaire en particulier, mais on va essayer de former des prix pour les semaines à venir, les mois à venir, voire les années à venir. C'est ce qu'on appelle les marchés à terme. Donc sur ces marchés à terme, c'est là que l'on lit le plus facilement la volatilité des prix à court terme et à moyen terme. Et ces schémas, en fait, montrent à la fois la volatilité sur les marchés de référence, qui sont en général éloignés des pays dont on parle. Donc, ce qui pose un problème parce que entre le marché de référence et le prix départ ferme, ou même dans la ville principale du pays, il y a des différentiels importants qui sont liés aux monnaies, qui peuvent augmenter la volatilité locale, qui peuvent être liés aux conditions de transport. Les conditions de transport étant liées à l'économie générale. Est-ce que l'économie va bien ou mal? Le prix du transport peut être variable. Et également, ce qui a été dit, le prix de l'énergie. Certains considèrent que le prix des céréales, nous, monogastriques, nous savons que l'alimentation, c'est l'énergie qu'on consomme. On consomme de l'énergie, de l'amidon et des protéines. De plus en plus de gens disent des céréales qui contiennent beaucoup d'amidon, c'est du pétrole qui a une autre forme. Donc, pratiquement, la volatilité sur le pétrole, qui prend en considération des tas de choses autres qu'alimentaires, on le sait, affecte la volatilité des prix agricoles. Donc ces transferts de volatilité qui se font sur les marchés de référence sont extrêmement importants à suivre, à analyser, voire à réguler. Certains en parlent, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'est un point important. Et on peut dire qu'on sait que la volatilité à court terme a augmenté pour différentes raisons. On peut se poser la question, est-ce que la volatilité pluriannuelle a augmenté ou non? On peut par quelques graphes sentir qu'il a augmenté, mais je fais référence, il a été dit d'ailleurs qu'il y a quelques années, il y avait des volatilités extrêmement importantes. Et je me suis reporté encore plus en avant dans l'histoire, plus en arrière plutôt dans l'histoire. Et il est certain que la volatilité sous Louis XIV était largement supérieure à celle qu'on connaît actuellement. Pourquoi? Parce que les pays ne faisaient pas de commerce, se faisaient souvent la guerre. L'alimentation de la France dépendait de convois maritimes qui venaient de Saint-Pétersbourg à Dunkerque, protégés par Jean Bart.
Et si nos amis anglais, enfin entre guillemets, nous piquaient notre blé sur la route ou pas, le prix intérieur flambait ou pas. Il n'y avait pas de commerce, c'était la guerre. Donc nous ne sommes plus dans ces situations. Nous sommes quand même dans des situations où le commerce tente à transférer les fluctuations. Mais je ne donnerai pas de réponse parce que j'ai grands experts autour de moi. Mais moi, ce que je regarde beaucoup, c'est la volatilité sur les marchés de référence et la volatilité sur les marchés physiques locaux. Et il a été dit, et je le pense, que la volatilité sur les marchés physiques locaux ont une intensité qui n'est pas liée simplement à la volatilité des marchés de référence. Il est lié à des conditions locales, comme ça a été dit plusieurs fois. Eh bien, et c'est quand on dit il faut, quand on va parler tout à l'heure de l'impact de la volatilité sur le comportement des producteurs et des consommateurs, on va venir dessus, parce que la sécurité alimentaire est liée à l'impact de cette volatilité sur les comportements des gens. Quand on va regarder cet impact, eh bien, il faut voir, j'ai un peu perdu mon idée, il faut voir si cette volatilité, on peut mieux la maîtriser localement par des politiques de stockage, des politiques d'amélioration des conditions de transfert de produits du nord au sud du pays. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, on parle souvent dans le grand public de problèmes liés aux biocarburants. On n'a pas parlé de la spéculation encore, mais le mot va venir, et sur l'impact de la spéculation sur la volatilité. Tout ça, ce sont des termes et des concepts importants, mais très souvent, la volatilité, elle est locale, liée à des conditions qu'on peut améliorer par de l'aide, etc. Donc le marché du risque local est extrêmement important et différent d'un pays à un autre, comme Pierre Baris l'a dit. On ne peut pas comparer les situations de différents pays. Donc, je voulais dire ça avant de passer aux instruments. Oui, on verra ça après, c'est pour ça que je n'en parle pas. Il faut différencier le niveau de prix, la volatilité. Que les prix alimentaires montent, moi, j'allais dire, je trouve ça bien. C'est le marché, à la limite. Si ça veut dire qu'il faut plus investir en agriculture, si c'est un signal comme quoi il faut investir en agriculture, l'augmentation du niveau de prix est peut-être un excellent signal. La question fondamentale, c'est comment les producteurs réagissent à ce signal fondamental, mais également à la volatilité, donc au risque de faire faillite s'ils ne prennent pas les bonnes décisions. Et là, on passera aux outils. Donc, je suis à la limite de l'analyse et du second sujet. Alors, Jean Cordier a amené encore beaucoup d'éléments dans la discussion et le débat. Je pense qu'il doit être maintenant clair pour tout le monde qu'en fait, l'instabilité des prix qui compte, qui est importante, c'est l'instabilité des prix dans les pays en développement, les prix auxquels font face les consommateurs et les producteurs des pays en développement. Et cette instabilité peut avoir des causes internes au pays ou bien provenir des marchés internationaux. Et le poids de ces deux types de causes va dépendre beaucoup de la situation du pays et peut varier beaucoup d'un pays à l'autre. Sur la question de l'instabilité des prix internationaux, Jean a aussi mentionné deux choses intéressantes. Enfin, les intervenants précédents aussi avaient mentionné la question des agrocarburants. Et puis, Jean a mentionné aussi la question des marchés à terme. Alors ça, les marchés à terme, c'est très intéressant parce que c'est un outil qui a deux vertus par rapport à ce problème, mais qui aussi potentiellement peut générer un inconvénient. Les deux vertus, comme Jean l'a mentionné, ce sont des outils qui permettent d'avoir une certaine visibilité sur ce que vont être les prix dans quelques mois. Deuxième avantage des marchés à terme, ça permet aux opérateurs économiques de s'assurer contre les variations de prix. Et donc, si les prix atteignent des niveaux trop hauts ou des niveaux trop bas, les agents qui sont couverts sur les marchés à terme vont recevoir une compensation financière. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être des outils très utiles. Ceci dit, on a beaucoup parlé des marchés à terme depuis 2008 en disant que ces marchés à terme peuvent favoriser les bulles spéculatives, la spéculation excessive et les bulles spéculatives, et que du coup, ces marchés à terme pourraient être aussi une source de variabilité des prix. Donc sur ces deux points, la question des marchés à terme comme source potentielle de volatilité des prix et la question des agrocarburants, j'aimerais avoir le point de vue de Frédéric Courleux qui a beaucoup travaillé sur ces deux questions. Merci Franck. Juste avant de répondre à tes deux questions, peut-être un élément notamment pour revenir sur l'intervention de Stéphanie. Effectivement, il y a une rupture majeure sur les marchés internationaux de céréales qui s'opère en 2007. On est dans un changement de régime. On était précédemment avec des prix qui ne couvraient pas les coûts de production de l'essentiel des producteurs. Et on est maintenant dans un régime où les prix sont encore, est-ce que ça va durer
personne ne peut avoir la réponse, au-dessus de la plupart des coûts de production des producteurs au niveau international. Il y a différentes thèses pour expliquer ce changement de régime de prix et du coup sur la permanence de ce régime de prix. En fonction de chaque thèse, il y a différents arguments pour expliquer pourquoi ce nouveau régime va durer ou pas. Une des thèses consiste à parler du phénomène de financiarisation des marchés agricoles, effectivement. Il y a une rupture assez importante au milieu des années 2000 avec la place centrale occupée par les marchés financiers dans la formation des prix de l'ensemble des commodités physiques au niveau international, une place grandissante de la part de certains acteurs financiers comme les fonds indiciels dans leur diversité, c'est assez compliqué, qui occupent maintenant une place essentielle sur ces marchés-là. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est que les 3/4 des contrats échangés sur les marchés financiers n'impliquent pas du tout d'opérateurs physiques, c'est des opérateurs seulement financiers. Donc on a un phénomène manifeste, la financiarisation. Après, l'impact de ce phénomène en termes de volatilité, on n'a aucun élément pour conclure définitivement là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'au final, on sait très peu de choses sur comment se forment les prix. Et il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus, sur la formation des prix, comment ça s'opère. Et le seul élément empirique, c'est que les prix des produits agricoles et des matières premières en général sont de plus en plus corrélés entre elles. Et elles sont aussi de plus en plus corrélées avec les autres actifs financiers. Ce qui tend à penser que le poids de chacun des fondamentaux, l'offre et la demande de chaque produit, pèse de moins en moins dans la formation des prix. Ça, c'est pratiquement le seul élément empirique pour venir attester ou apporter des éléments sur la thèse du fait que la financiarisation, si elle n'oriente pas les marchés, joue sur l'amplitude des mouvements de prix. Donc voilà, ce nouveau régime de prix, est-ce qu'il est durable ? Sur les prévisions FAO, OCDE, pour pratiquer, les collègues de l'OCDE, même eux n'y croient pas. Les modèles d'équilibre général à 10 ans, même eux n'y croient plus. Donc on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il y a comme facteurs qui peuvent jouer ? Effectivement, les biocarburants ou agrocarburants. Là, le sujet est qu'effectivement, aux États-Unis, il y a une remise en cause de la politique. C'est plus du tout autant soutenu politiquement qu'avant. Et donc là, la problématique aux États-Unis sur les biocarburants, c'est plutôt une baisse de la production de biocarburants, à minima une stabilisation. Il n'y aura plus d'augmentation. Voilà, le lobby pétrolier a complètement tourné Kazakh là-dessus. Les autres facteurs, alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que la réponse de l'offre à des prix élevés respecte la théorie. La théorie de l'instabilité des marchés agricoles, le cobweb ou la loi de King, est assez confortée. C'est-à-dire que quand les prix sont hauts, les producteurs relancent la production, remettent des engrais, retrouvent des terres à cultiver. Et il y a des potentiels de gains de rendement encore assez importants, même sans OGM. Il y a des terres encore largement... il y a plus de terres au niveau mondial cultivables, non cultivées, que de terres cultivées. Donc la réponse de l'offre est forte. C'est-à-dire que quand les prix sont élevés, on produit. Donc la question, c'est que quand les stocks sont reconstitués, que tous les pays ont renforcé leur politique agricole, c'est aussi ce qu'on observe depuis le début de la crise, depuis 2007-2008, au niveau international, tous les pays ont renforcé leur politique agricole. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la théorie, on parle forcément de surcapacité et de retournement de conjoncture, et donc de baisse de prix. Voilà. Et ça, malheureusement, si l'offre de produits agricoles augmente quand les prix augmentent, quand les prix baissent, l'offre ne réduit pas aussi fortement et n'est pas aussi réactive, parce qu'il y a des coûts fixes, parce que les producteurs n'ont pas des capacités de changer de production d'un moment à l'autre. Donc ça, c'est un facteur crucial d'instabilité des marchés agricoles. Et les marchés agricoles, comme d'autres marchés avec d'importants coûts fixes, sont structurellement instables, et ça, il n'y a pas de raison que ça change, tant qu'il n'y a pas de progrès en termes de gouvernance mondiale pour pouvoir effectivement d'un côté profiter de l'ouverture commerciale pour moyenniser, ce qu'a dit Jean, les effets
climatique, c'est-à-dire que quand il y a une sécheresse à un endroit, c'est plus intéressant pour l'ensemble des acteurs que les frontières soient ouvertes, parce que du coup ça moyennise, ça réduit le stock, ça réduit l'impact, si tant est qu'il y ait des stocks aussi. Mais en revanche, si il n'y a pas de coordination, il y a ce qu'on appelle l'instabilité endogène en opposition avec l'instabilité exogène, et celle-ci, elle n'est pas du tout réduite par l'ouverture commerciale. Et donc celle-ci, elle est nocive, cette instabilité endogène. Donc ça, je vous fais référence notamment aux travaux de Jean-Marc Boussard, qui a popularisé pas mal de thèses, notamment d'économistes américains et pas que, notamment des années 30 à 50. Donc voilà, tout ça pour dire que les marchés restent instables et que si on a changé de régime de prix, on peut difficilement exclure le scénario d'une baisse des prix, même à court terme. Un dernier point très vite sur régulation financière et sur le fonctionnement des marchés financiers. Effectivement, ces marchés à terme présentent un certain nombre d'avantages pour les producteurs. Je ne reviens pas sur ce que Franck a dit. Mais en revanche, la communauté internationale a mis en place un agenda assez ambitieux de régulation de ces marchés-là. Aujourd'hui, il y a plus de traçabilité sur un steak haché que sur un contrat à terme. Je suis un peu provoque, mais c'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyen de tracer jusqu'à l'utilisateur final l'utilisation de contrats à terme. Donc la régulation financière a pour but d'assurer cette transparence qui n'existe pas sur les marchés financiers jusqu'à l'utilisateur final. Elle a pour but, notamment en Europe, avec les directives dites Barnier, du nom du commissaire qui y travaille, d'établir un réel régime de sanctions pour que les gens qui manipulent ces marchés-là soient sanctionnés. C'est le cas aux États-Unis depuis 80 ans. En Europe, c'est toujours pas le cas pour l'instant, mais ça va venir. Et puis un dernier point sur tout ce qu'on appelle marché OTC, et notamment des marchés utilisés par des acteurs agricoles en Europe qui sont très spéculatifs et sur lesquels il va y avoir un certain nombre de modifications dans les mois à venir, dans les semestres à venir, pour que ces marchés-là soient aussi concernés par la régulation financière. Donc voilà sur les deux points sur lesquels tu voulais que j'intervienne, Franck. Voilà, donc on a pas mal discuté de l'évolution des prix. Maintenant, on va passer au deuxième thème. On va peut-être rentrer dans la partie la plus importante et la plus controversée du sujet, qui sont quelles solutions on propose. Alors peut-être que ce qu'on peut considérer, c'est d'abord quelles sont les nouvelles politiques mises en place depuis 2008. Donc depuis 2008, il y a de nouvelles politiques mises en place par les pays. Par exemple, Roger pourra nous parler tout à l'heure des politiques mises en place par les pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2008. Il y a aussi des politiques qui ont été mises en place au niveau régional, par la communauté, par exemple la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et aussi en Asie du Sud-Est par le groupe ASEAN Plus 3. Donc, et il y a aussi des initiatives internationales qui ont été prises. Donc on a créé un système d'information sur les marchés mondiaux. Il y a des négociations qui ont été ouvertes à l'OMC sur la question des règles qui régissent le commerce agricole et les règles qui régissent l'utilisation des stocks publics. Donc il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises depuis 2008 à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale. Et donc on va demander un peu à nos différents experts qui nous parlent de ces nouvelles politiques et surtout qui nous disent ce qu'ils en pensent, si elles vont dans le bon sens, si elles sont efficaces ou pas, si c'est ce qu'il faut faire, s'il faudrait faire autre chose. Peut-être on peut commencer par Roger qui a fait une synthèse des politiques mises en place par les pays d'Afrique de l'Ouest après la crise de 2008. Bon, ça va nous emmener très tard, ça. Donc je vais juste des petites touches de pinceau. Il me semble que la principale réaction des pays, c'est d'essayer de diminuer les prix à la consommation de diverses manières, en faisant sauter les protections aux frontières, au moins en les suspendant, en faisant éventuellement de la subvention à la consommation, et puis avec des résultats assez mitigés globalement. Et de l'autre côté, la subvention à la production. Essayer de relancer la production, notamment sur le riz principalement, et en Afrique de l'Ouest, et plus secondairement sur le maïs. Mais l'obsession, c'est quand même la dépendance vis-à-vis du riz
Et les pays cherchent à concentrer leur effort de relance sur ces politiques-là. Juste dire qu'on constate aujourd'hui un effet très pervers de ça. L'effet très pervers, c'est qu'on est dans des marchés, Pierre a parlé de situations nationales qui sont très différentes d'un pays à l'autre, hein, il a raison, et en même temps, on a des marchés qui sont quand même de plus en plus connectés au niveau régional. Même s'ils restent un peu cloisonnés, aujourd'hui, les vivres circulent, malgré les obstacles qu'il peut y avoir, les taxes, les prélèvements de tous les services, la police, la gendarmerie, les douanes, toutes les choses formelles et informelles, on va dire. Malgré tous ces obstacles, les produits circulent dans la région. Bon, pas encore au stade de constituer un marché unifié avec des prix unifiés. Hein. Ça, c'est un problème majeur pour la régulation dans la région. C'est qu'en fait, on a encore une très grande variabilité spatiale des prix. Mais quand même, les céréales circulent. Et le problème de ces mesures qui sont prises par les pays, c'est qu'en fait, elles sont très coûteuses. Hein. Quand vous commencez à subventionner les intrants, on est dans du lourd, comme on dit. Donc, c'est très difficile à supporter par les budgets publics. Et surtout, ça conduit les pays, en fait, à dire il ne faut pas qu'avec notre argent national, on subventionne la consommation des pays voisins. Hein. Et donc, du coup, ça alimente des espèces de pratiques protectionnistes, faire en sorte que le riz du Sénégal reste au Sénégal, que le riz du Mali reste au Mali, que le riz de la Guinée reste en Guinée. Et donc là, du coup, on recrée en partie du cloisonnement de marché et des formes d'instabilité par le fait d'avoir des politiques nationales qui sont disparates, assez peu coordonnées, etc. Bon, ça m'amène au deuxième point. Je crois que vous aviez évoqué tout à l'heure les perspectives sur les marchés mondiaux. Bon, il est clair qu'en Afrique de l'Ouest, là, on est face à des perspectives qui sont assez claires. On est face à une population qui va doubler entre 20 et 25 ans. C'est-à-dire un pas de temps très court par rapport à ce qu'est une réforme d'une politique agricole, une réforme d'un schéma de production, etc. Le Nigeria, à lui seul, la moitié de la population de la région, il devient en 2050 la 3e population mondiale, avec pas loin de 400 millions d'habitants. Donc, ajoutez à ça le basculement urbain. Globalement, on était, il y a 10-15 ans, 60% de ruraux, 40% d'urbains. On est aujourd'hui à l'équilibre dans la région, à peu près, à 3-4% près. Et dans 20 ans, on sera dans un rapport de 60-40. Ajoutez à ça une très grande différenciation des revenus qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que l'histoire de la classe moyenne qu'on raconte partout dans le monde, on le voit aujourd'hui se dessiner dans toutes les capitales et les capitales régionales africaines. Va avec ça, évidemment, une différenciation très forte des modèles de consommation et l'introduction, de produits beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus d'exigences sur la qualité, etc. Donc, en l'espace de très peu d'années, il y a un défi incroyable qui est posé aux agricultures africaines. Et il me semble que les réponses qui y sont apportées aujourd'hui sont totalement décalées. Et ce que vous dites là sur aujourd'hui les prix sont élevés, rémunèrent les coûts de production, il devrait aussi en Afrique rémunérer les investissements, mais les investissements dans des instruments structurants. Notamment, c'est le problème du crédit. Je crois qu'il y a, on cherche à amener de l'engrais, des semences sélectionnées, des trucs, des machins. Le problème majeur auquel les paysans sont confrontés pour vraiment moderniser leur système de production, c'est l'accès au financement. Si on règle... Et pratiquement aucun des gouvernements ne s'attaque, et je crois que la communauté internationale non plus, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, ne s'attaquent pas vraiment à cette question-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va délivrer des services de crédit adaptés, allant avec des services d'assurance, pour permettre aux acteurs de répondre à cet incroyable défi qui se pose à la région. Je m'arrête là parce qu'autrement, les autres ne vont plus avoir de temps. Peut-être on te relancera un peu tout à l'heure sur les politiques régionales des coop. Peut-être Jean pourrait nous dire un mot. Vous avez proposé un dispositif pour stabiliser les revenus des producteurs de coton qui a été mis en place avec l'aide de l'AFD au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que ce type de dispositif pourrait être, ou un dispositif ressemblant, pourrait être mis en place pour les produits alimentaires, pour des produits comme les céréales ? Bon,
Il s'agit d'une question complexe. Je reviens sur le principe de la volatilité. J'ai dit qu'il y a une volatilité court terme et pluriannuelle. La volatilité court terme dont on parle beaucoup ne me fait pas peur particulièrement. Les outils de gestion de la volatilité à court terme existent, sont connus, il faut les mettre en place. Je vais parler d'un système en particulier que l'on connaît bien en France, c'est la coopérative. La coopérative qui mutualise les prix pour un certain nombre d'adhérents. Donc, cette volatilité de prix court terme fait l'objet d'instruments à faible coût de transaction, organisables, tout ça. Je ne veux pas dire que ça existe partout, mais ce n'est pas d'une complexité transcendantale. Ensuite, on a parlé également de risques climatiques et de risques sanitaires. Donc, ce que je différencie, donc le risque de prix du risque de production, de rendement. Là, sur le risque de production, de façon classique, on parle d'assurance agricole, c'est-à-dire qu'en cas de choc climatique, d'un événement adverse négatif sur la production, sur le rendement, il y a une société d'assurance qui compense partiellement la perte de valeur de la production. Ces assurances existent en Europe, existent moins dans ces pays. Et de toute façon, on sait que ces assurances agricoles ne couvrent pas des risques plus graves de production, de type sécheresse, de type inondation, ce qu'on appelle les risques systémiques qui affectent vraiment une grande partie de la surface en même temps. Les assureurs ne s'aventurent pas là-dedans parce qu'ils n'ont pas les capitaux propres pour assumer cela. Et on peut parler de réassurance, mais la réassurance ne suit pas trop ce genre de risque. Donc l'assurance agricole a ses limites. Donc se pose la question d'un instrument avec une aide publique quelque part qui permette de mieux assurer des risques plus larges, systémiques. Alors, pour éviter également un certain nombre de techniques pratiques d'assurance agricole, on parle d'assurance indicielle. C'est une façon un peu plus... de dire on ne va pas aller voir la perte locale d'un agriculteur, mais on va regarder s'il a plu sur la région ou pas. On prend des indices climatiques. Ceci également a de fortes limites pour différentes raisons. Donc c'est le risque systémique qui peut être très grave et qui s'accentue. On le voit en Europe, dans certains pays d'Europe du Sud, des sécheresses qui avaient lieu une fois tous les 7 ans, elles arrivent tous les 5 ans maintenant. Des sécheresses lourdes. Donc je connais un peu moins le Sahel, mais j'imagine que le risque augmente également. Et là, l'assureur s'en va à tire d'aile. C'est économiquement pas valable d'assurer une sécheresse. Donc il faut des systèmes de complément public, des systèmes, je parle du risque de production, de rendement, des systèmes où la mutualisation, même de différents pays, peuvent éventuellement aider à gérer ces risques. Peut-être que les personnes autour de moi me diront, est-ce qu'on va dans ce sens sur la gestion des risques de production? Et puis il reste le risque de prix interannuel dont Franck parlait, c'est-à-dire que pour le coton, effectivement, il a été mis en place un fonds de stabilisation. Le principe, vous le connaissez bien, il est ancien, c'est quand les prix sont élevés, on met un peu d'argent de côté, et quand les prix sont bas, on reprend de l'argent. Donc on essaie de faire un tunnel. C'est une technique ancienne, classique, qui peut fonctionner si le tunnel s'adapte un peu aux circonstances. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'adaptation, et c'est ce qu'on a essayé de faire sur le fonds coton. On peut l'imaginer, ce genre de système pluriannuel, pour d'autres productions, et dans des cadres plus restreints que le coton. Et j'y crois. Et en Europe, on va voir ceci arriver. Donc il n'y a pas de raison que dans les pays africains, l'intelligence des agriculteurs n'est ni supérieure ni inférieure. Les systèmes se mettront en place, surtout s'il y a un peu de coordination et d'aide et de technique pour y aller. Et cette stabilisation du prix partielle, à mon avis, est fondamentale pour répondre à l'objet un point qui a été évoqué il y a un instant, qui est le crédit. Est-ce qu'une banque va faire crédit à un agriculteur dont les revenus vont être très élevés, vont chuter, etc. Je pense que
lui aussi, c'est comme l'assurance, il va fuir à tire d'aile un secteur trop risqué. Par contre, si le secteur arrive à réduire ses risques, à montrer qu'il les, même s'ils existent et même s'ils se développent, qu'il les prend en compte, là, la notion de confiance peut se développer et le crédit partir, se développer. Donc, il n'y a pas de solution idéale, parfaite, en disant il n'y a qu'à faire ça et tout va bien fonctionner. Il y a tout à mon avis, tout un système d'ensemble qui doit se développer, qui doit traiter du risque de prix interannuel. Le risque de prix interne, intra-campagne, je me fais même pas de questions là-dessus, c'est trop facile à régler. Le pluriannuel est plus difficile, mais il faut mettre ça en place. Et en accompagnement de risque production, eh bien, on doit pouvoir faciliter le développement du risque du crédit et des garanties. Il n'y a pas de crédit sans garantie. Donc là-dessus, il y a du bon travail à faire, mais on voit à peu près dans quelle direction il faut travailler. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bon, toujours sur la question des solutions qu'on pourrait apporter, on peut peut-être demander à Pierre ce qu'il en pense. Donc si on regarde depuis 2008, où vraiment les gouvernements africains sont posés un problème grave, parce que ça s'est passé dans une période où il y avait vraiment le feu dans les pays. Il faut savoir quand même les printemps arabes ont commencé avec des augmentations de prix de l'huile et des céréales, et qu'en Afrique, il y a eu plus de 15 pays dans lesquels il y a eu des émeutes. Et donc les gouvernements sont obligés de choisir entre aider le consommateur ou aider le producteur. Effectivement, un prix élevé, c'est agréable pour le producteur. Par contre, c'est très négatif pour le consommateur. Et on peut dire que jusqu'à maintenant, une des tendances forces des pays, c'est plutôt de tout faire pour satisfaire les consommateurs et les consommateurs des villes. Donc, de mon côté, je pense que ce qui a été fait pour les producteurs, ça a été extrêmement faible. Si on prend des chiffres, par exemple le Sénégal, qui a subi très fortement cette crise de 2008, où les prix avaient doublé ou bien triplé, sur les 120 millions de dollars, ce qui est énorme pour eux, qu'ils ont dépensé en 2007 et aussi en 2008, il y en a à peine 10 millions qui sont partis pour augmenter la production et pour les subventions. Donc on peut dire que jusqu'à maintenant, les gouvernements africains vont plutôt du côté donc, du consommateur. Néanmoins, il y a certains outils qui pourraient à la fois contenter l'un et l'autre. Alors c'est un nom un peu barbare, ça s'appelle mécanisme de sauvegarde spécial. Donc on revient à une dizaine d'années avant, 33 pays, on appelle ça le G33, ont demandé à l'OMC de mettre en place un système pour se protéger des fluctuations de prix du marché international. Et donc chaque fois que les prix diminuaient, pour ne pas bloquer la production nationale, d'avoir un système qui permettait d'augmenter les taxes et donc de réguler les prix pour les producteurs. Bon, face aux grands exportateurs mondiaux comme l'Europe, les États-Unis, cette proposition n'a pas été acceptée. Mais depuis 2008, je pense que la situation peut s'inverser. Alors, le mécanisme est assez simple. Aussitôt que les importations augmentent, on augmente les taxes. Aussitôt que les prix augmentent, on diminue les taxes. Aussitôt que les taux de change changent, s'apprécient ou déprécient, on diminue ou on augmente les taxes. Donc ce qui permet, au lieu d'avoir des montagnes russes, d'avoir des prix qui seront plus ou moins lissés. Alors, il me semble qu'actuellement, et ça a été évoqué, que l'OMC est dans une position beaucoup moins libérale qu'avant. Et qu'il est possible qu'une proposition des pays africains, donc proposant un mécanisme de régulation des prix à l'importation, puisse passer. Et notre proposition, c'est qu'elle soit consacrée aux pays importateurs nets de céréales. Et c'est le cas d'à peu près la moitié des pays africains. Donc on peut dire que les outils existent, mais pour l'instant, comme on s'intéresse surtout aux problèmes quand il y a le feu, c'est-à-dire quand les gens sont dans la rue ou quand les prix augmentent, des mesures comme ça qui doivent durer sur plusieurs années ne sont pas prises en considération, hélas. Alors il y a d'autres mesures qui sont prises par contre, c'est-à-dire l'augmentation du stockage. Donc là, Roger Blin peut vous en parler, puisque c'est lui-même qui a monté un gros projet là-dessus. Donc l'idée est simple, plus on peut stocker, plus on pourra réguler les prix. Moins les paysans seront forcés de vendre à la récolte, et plus ils pourront donc étaler les ventes, et donc les prix vont
vont se réguler. Bon, il y a d'autres encore systèmes. On peut faire aussi du stockage, inciter les grands importateurs à faire du stockage en leur payant les coûts de stockage quand les prix baissent et en arrêtant les contrats quand les prix montent. C'est un système qui est utilisé en Europe mais qui n'est pas utilisé en Afrique. Il y a aussi les systèmes assurantiels que connaît bien Jean. Donc il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être mis en place. On peut dire que pour l'instant, donc on est 5 ans après cette grande crise de 2008. À mon avis, à part les stockages, pas grand-chose n'a été fait. Oui, merci. Et donc pour le stockage, effectivement, on a également, nous, à AFD, beaucoup de demandes de pays africains qui souhaitent relancer des politiques de stockage. C'est pour cela qu'on avait fait également une étude pour voir quelles étaient les capacités institutionnelles de ces pays pour répondre à ça. Mais peut-être Frédéric, qui a aussi travaillé sur ces sujets à l'échelle peut-être macro, on a vu par le passé que c'est aussi en partie par la disparition des grands pays stockeurs, Europe, États-Unis, Chine, qu'on peut en partie expliquer la forte volatilité qui a été observée depuis fin 2007. Qu'en est-il aujourd'hui ? On a parlé au niveau du G20 de faire de nouvelles propositions à l'échelle macro. Peut-être en dire plus. Merci. Alors sur les stocks, c'est le paradoxe, les stocks, c'est que quand on n'en a pas, on voudrait en avoir, et quand on en a, on souhaiterait pas en avoir. Voilà, je fais référence à l'effet direct qu'un niveau de stock peut avoir sur la volatilité des prix, dans les deux sens. Quand il n'y a plus de stock, effectivement, on est encore plus sensible aux incidents climatiques et aux flambées de prix. Et inversement, quand on a des gros niveaux de stock, les prix peuvent se descendre très très bas. C'est le fameux effet dépressif des stocks. Alors sur ce sujet-là, je le reconnecterai moi bien volontiers avec le sujet des biocarburants, parce qu'il y a pas mal de propositions au niveau international pour rendre flexibles les mandats d'incorporation. Donc comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, aujourd'hui les biocarburants c'est 40% de la production de maïs aux États-Unis. Ça fait à peu près 130 millions de tonnes, soit à peu près 8% de la production mondiale. Donc si vous faites varier d'une année sur l'autre ces 8%-là en les réduisant, vous pouvez dégager un peu des stocks négatifs ou des stocks virtuels et qui peuvent avoir un effet très sensible sur le niveau des prix. Je m'explique. Quand on voit sur les 50 dernières années ce fameux ratio stock de fin de campagne sur consommation, quand on a 20%, c'est à peu près 60 jours de réserve d'une année sur l'autre, c'est la crise, c'est la pénurie. Alors que quand on est à 30%, au niveau mondial, là je raisonne vraiment macro, 30% soit 110 jours, donc pas beaucoup plus. La bascule se fait sur très peu de volume. Là, c'est pléthore et c'est la crise dans l'autre sens. Donc voilà, il y a cette notion-là de stock négatif qui peut avoir des effets positifs ou des effets au moins pour contrer l'effet dépressif des stocks. Alors, le second point que je voudrais aborder, c'est qu'effectivement, beaucoup de pays, alors je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, je vous crois bien volontiers, mais dans beaucoup d'autres pays, on a renforcé des politiques de stockage. On estime aujourd'hui qu'en Chine, ils ont, sur leur politique de stockage, l'équivalent de 200 millions de tonnes de capacité de stockage. 200 millions de tonnes. C'est énorme. Et donc potentiellement on arrive même à penser que simplement avec les instruments qu'ils ont développés pour mettre en place une politique de stabilisation au niveau national, ils ont quasiment les moyens pour réguler le marché international. C'est complètement fou parce que la Chine c'est avant tout le premier producteur de beaucoup de produits. C'est plus de 500 millions de tonnes de céréales produites par an. C'est monstrueux sur un total de... Enfin, il faut quasiment un quart de la production mondiale. Forcément, ils consomment aussi beaucoup. Donc tout va se jouer sur ce moment bascule qui est en train de s'opérer. Ils veulent garder un niveau d'autosuffisance assez important en céréales, malgré tout. Par contre, ils sont en train de gérer leur dépendance aux protéines végétales et animales par des stratégies à l'international assez ambitieuses et volontaristes.
Donc voilà, il suffit de vraiment pas grand-chose au niveau mondial pour que ça bascule. Et à mon avis, ce sera sûrement là que va se décider, dans l'enceinte OMC ou ailleurs, la question de quelle discipline collective il faudrait adopter au niveau international pour permettre, si la Chine le souhaitait, elle en a les moyens, d'assurer ce rôle de stocker en dernier ressort que les États-Unis ont assuré des années 30 aux années 70. Des années 30 aux années 70, les Américains régulaient à eux seuls le marché mondial des céréales par des accords internationaux et puis par leur politique interne de jachère. En 1983, Reagan était déjà au pouvoir. Les Américains gèlent quasiment un tiers de leur surface pour pouvoir supporter un peu les prix internationaux. Donc jachère et puis stock. Quand on regarde sur longue période l'évolution des stocks américains, ça bouge beaucoup jusqu'aux années 80, où voilà, un jeu non coopératif de l'Union européenne, et puis peut-être un peu de l'Argentine, a remis en cause ce leadership américain et a débouché sur les règles de l'OMC, qui avait pour principal objectif de réformer une politique agricole commune, enfin la PAC, qui était une politique non coopérative à ce moment-là. Depuis, la PAC a bien changé. Donc voilà, sur peut-être deux éléments sur les stocks. Et alors juste en complément sur ce qui a été dit précédemment sur le marché du crédit et sur les outils de gestion du risque. Donc c'est évident que il faut penser l'articulation entre politique publique, y compris de stabilisation par des mesures de marché, et puis ces instruments de gestion de risque. L'un ne va pas sans l'autre. C'est tout frais, c'est d'il y a 10 jours, les Américains, dans leur nouveau Farm Bill, viennent de décider l'augmentation de 40% de leur prix de déclenchement. Maintenant, c'est $200 la tonne, le prix de déclenchement à partir duquel on compense la différence avec des aides anticycliques. Et donc, c'est à la carte. Soit ils choisissent ça plus un peu d'assurance, soit ils choisissent un programme d'assurance, mais c'est surtout des aides directes, pluriannuelles. Donc il faut vraiment penser l'articulation, la complémentarité, et effectivement le secteur bancaire ne peut pas se développer si à côté de ça on ne sécurise pas un peu plus les marchés agricoles dans pas mal de pays. Et puis même si on prend l'exemple français et de pas mal de pays européens, voilà, une vraie politique de crédit agricole. Le crédit agricole, la banque que vous connaissez tous, il y a 30 ans, c'était encore quasiment une filiale du ministère de l'Agriculture. C'était un outil qui a permis effectivement, avec moult argent public, de faire des prêts pas chers à des agriculteurs. Et quand on voit les taux quasiment usuriers même du microcrédit qu'on est bien content d'avoir faute d'autres choses, on est quand même sur des niveaux qui restent des niveaux et puis des capacités voilà, ils prêtent sur quelques mois, voire quelques années, sur des choses qui sont complètement hors de portée des agriculteurs africains et qui le seraient tout autant d'agriculteurs français modernisés de 2014. Alors, y a beaucoup de thèmes sur les solutions qu'on n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Par exemple, Roger disait tout à l'heure que les politiques mises en place par les pays ont tendance à jouer un peu contre les pays voisins, puisque, par exemple, les pays qui vont subventionner les engrais, du coup, après, ils vont fermer leurs frontières parce qu'ils vont dire si on subventionne une production qui, après, sert aux pays voisins, c'est avec notre argent. Donc, du coup, ça joue un peu contre une dynamique un peu de solidarité régionale. Et donc, du coup, on n'a pas discuté de ça, de l'échelle et du coup de la possibilité de passer à une échelle régionale, d'avoir des politiques régionales. On n'a pas non plus vraiment abordé les questions d'OMC qui sont très importantes. Par exemple, Pierre Baris parlait tout à l'heure de taxes variables sur les importations et les exportations. De telles taxes indexées sont très fortement contraintes par l'OMC. La constitution de stocks publics est aussi très fortement contrainte par l'OMC. Donc il y a plein de thèmes qu'on n'a pas pu aborder encore par manque de temps. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner la parole pour un jeu de questions-réponses.